Bonjour, je remercie les organisateurs de Migration Santé et plus particulièrement mon ami Mohamed El Moubaraki qui continue toujours de militer en dépit de son état de santé. Militer aussi pour proposer des thématiques, je dirais, plurielles autour des migrations santé. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour traiter de la thématique de la radicalisation. Ma thématique, les jeunes de banlieue, de l'exclusion à la radicalisation religieuse, c'est une thématique qui va traiter un peu ce qui a été évoqué par professeur Vallée, tout ce qui est subjectif. Et en tant que sociologue, je vais traiter un peu les facteurs, je dirais, exogènes de cette problématique de radicalisation. Ce lien entre la subjectivité et l'objectivité nous rappelle un peu l'état psychologique et psychique du jeune et en même temps son environnement de socialisation, d'interaction et surtout je dirais, d'institutionnalisation. Si la crise que traverse actuellement la société française est régulée par les discours ayant trait à l'appartenance nationale ou à la reconnaissance communautaire, il faudrait surtout s'interroger sur les raisons de l'identification de ces jeunes issus de l'immigration ou issus de familles populaires. Il n'y a pas que des familles immigrées dans les quartiers, je dirais, de banlieue. C'est-à-dire s'interroger sur ce basculement vers le radicalisme religieux en rupture avec la société française et même avec la République. Pourquoi ce radicalisme est-il animé aujourd'hui par une certaine adversité culturelle, morale ou politique qui s'opposerait aux valeurs de la culture universelle? Donc, pour répondre à cette question, on revient un peu à la situation de ces jeunes dans ces banlieues. Surtout la cristallisation des rapports sociaux dans des banlieues clôturées, voire stigmatisées, a encouragé la ghettoisation de ces jeunes et de leurs familles. Une ghettoisation qui a instauré une certaine distanciation, référencée dans le repli ethnoculturel, dans le vestimentaire religieux ou dans un certain extrémisme politico-religieux. Donc on voit un peu que cette distanciation spatiale et sociale a développé une certaine identification au culturel et au religieux. Si l'on doit chercher à comprendre la différence conceptuelle de l'extrémisme politique, de l'intégrisme religieux ou du fanatisme, j'ai voulu faire un peu allusion à ce qui a été évoqué par Edgar Morin, philosophe sociologue, en parlant du fanatisme. Il a dit que le fanatisme porte en lui la certitude de la vérité absolue, la conviction d'agir pour la plus juste cause et la volonté de détruire ceux qui s'opposent à lui. Donc, cette définition du fanatisme nous rappelle un peu les raisons de ce basculement si jeune. C'est-à-dire de parler un peu de ce passage d'exclusion sociale à la radicalisation. C'est aussi chercher à comprendre la nouvelle réalité de la société française qui a donné naissance à des catégories sociales attachées aujourd'hui à des repères d'identification culturelle ou à une certaine radicalisation religieuse ou politique. Quand on parle de religieux et des politiques, c'est qu'on fait aussi référence à deux types de jeunesse, ceux qui adhèrent aux partis extrémistes et ceux qui adhèrent au djihadisme, c'est-à-dire un peu à cet extrémisme religieux. Lorsqu'on interroge en 2015 les jeunes qui ont voté pour le Front National au lendemain des élections régionales, et le choix pour ce parti d'extrême droite, 47%, évoque le chômage et 34% évoque l'insécurité, tout en faisant le rapport avec les attentats du 13 novembre 2015. Mais idéologiquement, le bouc émissaire pour ce parti extrémiste reste l'immigré ou le français issu de l'immigration. Dans ce contexte, il faut bien rappeler que le nationalisme revendiqué par certains partis politiques engendre logiquement le repli identitaire et le rejet d'appartenance à la globalité culturelle, politique ou religieuse. Voilà le paradoxe qui se pose entre appartenance communautaire et nationalisme.
Il existe alors chez les jeunes désœuvrés une certaine séduction politique pour ce parti d'extrême droite, une séduction religieuse chez les jeunes de confession musulmane pour le djihadisme. C'est une forme d'expression d'une colère ou d'une humiliation contre une société qui n'arrive pas à les adopter, pour les deux cas de jeunesse. C'est le constat sociologique d'un échec, d'une reconnaissance socioculturelle de cette jeunesse sensible et psychologiquement frustrée. Ça a été évoqué, donc, cette frustration, ce paranoïa. Donc, il est beaucoup plus subjectif, mais qu'on ne peut pas les dissocier de son environnement social et culturel. Dans les deux cas, ces jeunes issus de familles populaires, précarisés, deviennent alors très attentifs aux discours autoritaires et identitaires. Dans ce cas, la religion est réduite à travers les différents discours extrémistes à un islam schématisé, c'est-à-dire radical. Nous avons d'un côté les bons pratiquants et de l'autre les mécréants. La schématisation de la religion devient plus ancrée dans l'imaginaire de ces jeunes tentés par la radicalisation parce qu'ils sont en âge d'adolescence et malheureusement on trouve aussi des filles et des garçons. Le plus grave, c'est que, d'après plusieurs enquêtes, plusieurs travaux de sociologues, d'anthropologues, de psychologues, de psychiatres, on retrouve même des mineurs qui adhèrent à des théories complotistes et intériorisent facilement les prêches appelant à l'extrémisme religieux et l'exemple très apparent chez les jeunes Français, garçons et filles, qui ont quitté le domicile parental pour rejoindre les combattants de Daesh, à travers des filiales ou à travers des complices. Ils sont surtout disposés à consommer les images réelles ou virtuelles des horreurs de la violence qu'ils peuvent visionner à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. C'est un autre réseau, c'est d'autres réseaux aussi de tentation, de manipulation. Quand on voit malheureusement des jeunes qui sont postés devant les ordinateurs toute la journée, donc il y a aussi une influence sur l'imaginaire de ces jeunes. Ces jeunes au désarroi, se retrouvant dans une condition de relégation, ils sont de ce fait transformés en sujets de convoitise politique ou religieuse. Ce sont les conséquences de la transformation d'une société déstabilisée dans sa cohésion par la violence et les multiples crises du marché du travail. On ne peut pas négliger aussi la crise du marché du travail. Ce constat se situe aux marges du modèle républicain, représentant la condition statique d'une génération appartenant à une société en constante fragmentation. La question qui se pose, pourquoi cette société a du mal aujourd'hui à faire le constat des particularismes de ces minorités? La réponse, on la trouve dans les raisons qui peuvent inciter ces jeunes à la radicalisation. Multiples raisons. Si on veut bien comprendre l'origine de cette radicalisation, on doit surtout revenir aux travaux et aux enquêtes des spécialistes, des discours des différents politiques, hommes ou femmes, et aux enquêtes des agents de l'ordre qui travaillent dans les quartiers des sensibles. Lorsqu'on remonte aux années 70, Robert Badinter écrivait dans un rapport Réflexion du Comité pour une charte des libertés, en 1976, « Les causes profondes de la criminalité s'appellent chômage, désespérance des jeunes, ville dortoir, obsession de la consommation. » 44 ans après, cette criminalité est toujours présente, mais elle a pris un autre sens idéologique, le radicalisme. Sans par ailleurs négliger d'autres constants de cette radicalisation qui sont aujourd'hui l'exclusion, discrimination et crise identitaire. Des constantes qu'on ne peut pas négliger. Il faudrait peut-être ajouter aussi, pour notre actualité, l'échec scolaire. Aussi la discrimination multidimensionnelle qui devient aussi une autre forme d'adhésion au fléau de cette radicalisation des jeunes.
En 2004, un rapport d'un responsable de la sûreté urbaine de la Seine-Saint-Denis révélait que la radicalisation n'est que la conséquence de l'échec scolaire, de l'intégration sociale de ces jeunes. On revient un peu au contexte juridique pour voir un peu ce qui se passe sur le plan de la discrimination. Le Parlement français a voté la loi numéro 2006-396 du 31 mars 2006, validant la pratique du CV anonyme dans les entreprises, mais cette loi, son décret d'application n'a jamais été publié. Ce manquement juridique est révélateur de toute l'ambiguïté et de l'impuissance dans l'élaboration d'une politique objective et transparente luttant contre les discriminations. Il faut surtout comprendre que la problématique religieuse de la radicalisation est liée à la question sociale. On ne peut pas dissocier cette problématique de la question sociale. Une question qui nous interpelle tous, sociologues, psychologues, anthropologues, politologues, psychiatres, acteurs associatifs, pour dire que le discours politique prend parfois d'autres dérives inqualifiables. Le 20 janvier 2015, l'ex-premier ministre Manuel Valls qualifiait ces quartiers de banlieue de relégation périurbaine, des ghettos. Il a même utilisé un qualificatif d'apartheid territorial, social, ethnique. On peut déduire que les discours politiques font les constats des réalités, mais rarement les causes et les conséquences de la problématique de discrimination à l'emploi, de l'échec scolaire, de cette jeunesse abandonnée dans ces quartiers. Du fait de cette discrimination multidimensionnelle, ces jeunes vivent une reproduction sociale et spatiale de leurs parents, voire de leur famille. Cette reproduction, on la voit que ces jeunes, même adultes, continuent de vivre chez les parents et, par défaut de chômage ou de ne pas pouvoir accéder à un logement. Donc sont rares les jeunes qui peuvent acquérir leur autonomie professionnelle ou sociale, ce qui poserait aussi cette problématique d'assignation dans ces quartiers de banlieue. La problématique de la radicalisation n'a pas été traitée que sur le plan local, je dirais, européen. Donc, les raisons de cette radicalisation ont bien été évoquées lors du sommet international qui s'est tenu à Washington, à l'initiative du président Barack Obama en février 2015. À ce sommet, plusieurs participants ont confirmé que les principales causes de cette radicalisation sont surtout les conditions d'exclusion sociale, économique et politique. Ces conditions développent un sentiment d'humiliation, d'injustice et de discrimination qu'on retrouve chez les jeunes en déficit psychologique. Une souffrance bien exploitée par les recruteurs de l'islamisme fanatique. Donc, cette souffrance psychologique a été évoquée donc, souvent par des psychologues, des psychiatres. Mais face à la multiplication des échecs, ces jeunes se réfugient faussement dans l'apprentissage des préceptes d'un islam radical parce qu'ils sont à la recherche d'un être purifié dans l'au-delà. Pour les plus désespérés, la religion propose le report de l'impératif de jouissance du paradis, recherché en échange des plaisirs inaccessibles dans la réalité de leur vécu, dans leur quartier ou dans la société à laquelle ils appartiennent. Un monde où tous les symboles de l'ascension sociale privilégiés deviennent des péchés pour ces jeunes, parce qu'il y a l'interdit d'y accéder. À la recherche de ces privilèges, le radicalisme propose la solution extrême, se détruire et détruire l'environnement de son existence considérée comme virtuelle. Afin de retrouver l'identité suprême que délivreraient les plaisirs illimités de l'ailleurs, c'est-à-dire du paradis, les jeunes en désarroi sont tentés par le prosélytisme religieux. La propagation de ce prosélytisme religieux passe par les discours d'adhésion aux idées de la religion, par la tentation
de sa pratique, par la fréquentation des lieux des cultes, on finit par l'adhésion à la radicalisation, au radicalisme. Les milieux de ce prosélytisme religieux sont surtout les réseaux d'Internet, donc on l'a vu, et surtout le milieu carcéral, ou par une fratrie bien endoctrinée, surtout tentée par le djihadisme. Cette fratrie pourrait influencer les autres membres de la famille, et malheureusement, on a vu cet exemple dans les attentats qu'a vécu la France. L'implication collective des membres de la même famille dans les attentats qu'a connus la France n'est qu'une symbolique de la violence religieuse et des jeunes transformés en terroristes. Ceci explique la fragilité psychologique et la précarité sociale de cette jeunesse désœuvrée et facilement prête au recrutement, c'est-à-dire à travers des réseaux intermédiaires ou par Internet, pour rejoindre des pays en guerre contre l'Occident en participant, d'après leur imaginaire et d'après leurs prêcheurs, à l'instauration d'un État islamique à sa tête un calife. Donc, les promesses de ces discours incitent ces jeunes à s'aventurer dans, malheureusement, des voyages sans fin ou sans retour. En conséquence, la controverse autour du radicalisme continue de faire l'affaire des recruteurs, des tendances extrêmes et porteuses d'aversion, une stratégie dont l'objectif recherché est plus politique que religieux. C'est-à-dire quand on fait l'analyse un peu de ces recruteurs, de ces idéologues, de ces financeurs aussi, c'est que l'objectif est beaucoup plus politique que religieux. Il convient ainsi de chercher à savoir si la solution au radicalisme relève du domaine politique ou théologique, cultuel ou religieux. Pour répondre à cette question, on doit revenir un peu à la crise que traverse actuellement la société française, doit, et sans aucune hypocrisie politique, à mon avis, intégrer intrinsèquement les questions de discrimination à l'embauche, au logement des jeunes de banlieue, population victime d'un grand problème de disqualification sociale dont l'origine, d'après plusieurs enquêtes, est l'échec scolaire. À mon avis, donc, il faut que toutes les volontés se redynamisent pour préserver cette jeunesse de manipulation religieuse et politique. On doit opter pour une révision du contenu du manuel scolaire dès le jeune âge, dont on prétend attention aux enseignements de la tolérance, de la diversité et surtout au respect des valeurs républicaines. Ce qui est très important pour un jeune enfant, même en classe primaire, d'imprégner un peu ces valeurs pour ne pas être le produit de ces recruteurs extrémistes religieux. Sur la mise en place urgente des dispositifs politiques de requalification sociale, ces jeunes continuent d'être la proie des recruteurs, des réseaux extrémistes religieux, des filiales soutenues, ça je le dis bien, financièrement et logistiquement, par des pieds prêchant le radicalisme universel. Donc, la question de l'exclusion est en étroite liaison avec, je dirais, cette radicalisation, cette déviance de cette jeunesse. Et je vous remercie de votre attention.